Donc pour aborder cette problématique, on va explorer le rôle joué par l'aide au développement dans la dépolitisation du conflit avec Israël. C'est-à-dire en quoi est-ce que l'aide au développement, ça pousse à mobiliser toujours plus d'énergie autour de la question du développement économique au détriment des questions de revendication politique. Donc on va voir que en fait, ça crée énormément de dépendance via la voie économique. Les Palestiniens deviennent très fortement dépendants de l'aide, de l'économie israélienne aussi, et que cette dépendance est bien sûr utilisée comme un levier de domination. Moi, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais laisser la parole à Taher Labadi, qui est chercheur en économie politique sur la Palestine et le Moyen-Orient. Donc, je vous prie d'écouter avec attention. Taher. Merci, Grégoire. Je suis très content d'être avec vous ici. Donc, cette présentation sur l'aide au développement, en fait, c'est le fruit d'un travail que j'ai mené quand je faisais ma thèse, donc en économie politique sur la Palestine. Et donc, je m'étais intéressé justement à cette question du développement. Je m'y étais intéressé. Le point de départ de mon travail, c'était de travailler des questions économiques après la période d'Oslo, et de montrer que cette idée d'une paix économique, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais que l'idée d'une paix économique était problématique. Et l'idée d'une paix par l'économie était quelque chose de problématique. Et en fait, pour pouvoir le démontrer, au cours de mes recherches, je suis remonté assez tôt dans l'histoire du conflit. Et donc, je suis remonté au moment des premières vagues de colonisation sioniste en Palestine et à l'époque du mandat britannique. Et donc, en fait, ce que je voudrais dire là, rapidement avant de venir à cette période du processus de paix et du rôle de la communauté internationale, c'est que je vais quand même revenir un petit peu pour dire que quand on parle de politique de développement, on ne parle pas seulement de l'aide de la communauté internationale, mais en fait, il y a un contexte préalable qui est celui du rôle d'Israël, déjà, en matière économique, et en fait même du rôle des Britanniques à l'époque du mandat. J'irai rapidement là-dessus. Et il y a trois idées que j'aimerais proposer, ici, vous proposer. La première idée serait que les politiques de développement permettent de contourner le politique en Palestine, de contourner le conflit et de contourner le politique. La deuxième idée, ce serait que les politiques de développement créent de la dépendance. Et la troisième idée, c'est que les politiques de développement peuvent être un outil de domination dans le contexte palestinien, au moins. Et pour ça, pour illustrer ça, juste, je voudrais commencer par vous dire, récemment, il y a un rapport qui a été publié par la Banque mondiale, donc en mars. Il y a des rapports annuels qui sont publiés par la Banque mondiale et qui s'adressent à la communauté des bailleurs de fonds, donc ceux qui payent l'aide internationale au développement en Palestine. Et dans ce rapport annuel, donc, qui est sorti en mars, la Banque mondiale annonce que les Palestiniens se sont encore appauvris en 2017 et que la récession économique devrait, selon toute probabilité, se poursuivre en 2018. Et la situation, constate la Banque mondiale, est particulièrement préoccupante dans la bande de Gaza, qui connaît une détérioration des conditions économiques, pas seulement depuis l'époque du blocus, mais en fait depuis une vingtaine d'années déjà. Et la population de Gaza fait face à d'importantes pénuries d'eau, d'électricité, de carburant, ainsi qu'à l'effondrement des services sociaux de base. Et face à ça, la Banque mondiale annonce que l'aide des bailleurs de fonds s'avère encore plus nécessaire que jamais pour amortir l'impact de la crise humanitaire. Et ce qui est visible dans ce rapport, c'est qu'au même moment où la banque donc, annonce que l'aide des
des bailleurs de fonds est nécessaire, elle annonce aussi que cette aide ne pourra pas être suffisante pour résoudre les problèmes économiques palestiniens et que finalement il va falloir qu'on s'attaque aux diverses contraintes qui pèsent sur l'activité économique palestinienne. Et donc la Banque mondiale suggère, comme elle le fait à chaque fois, une série de mesures destinées à lever ces contraintes et à encourager, selon ses objectifs, donc, la croissance économique, à stimuler le secteur privé. Et en fait, ce qui est notable dans ces mesures qu'elle préconise, c'est qu'il y a des contraintes, il y a des mesures qui s'attaquent aux contraintes dites externes, et par là, la Banque mondiale entend les contraintes qui sont imposées par Israël. Donc on a des mesures qui appellent à ce que Israël enlève tout ce qui est restriction à la circulation, des restrictions à l'importation de matériaux de construction dans la bande de Gaza, mais aussi que l'occupant puisse accorder plus de permis de construire dans les zones C en Cisjordanie, qui sont des zones qui sont entièrement contrôlées par Israël. Et donc on a une série de mesures comme ça qui sont destinées à faciliter la fluidité de l'activité économique dans les territoires palestiniens. Avec cette idée que ces contraintes posées par Israël vont entraîner des distorsions de l'activité économique palestinienne. Et puis de l'autre côté, il y a un autre type de contraintes, et donc des mesures qui sont censées s'attaquer à ces contraintes, qui sont des contraintes internes. Et les contraintes internes, c'est des contraintes qui sont finalement qui sont de l'ordre qui reposent sur la responsabilité, qui sont de la responsabilité de l'autorité palestinienne. Ces contraintes-là, c'est notamment la division interne palestinienne, qui accroît la fragmentation du territoire et donc accroît la fragmentation de l'économie, de l'espace économique. Et puis surtout, et c'est ça, c'est pour le coup une mesure et un leitmotiv important de la Banque mondiale par rapport aux Palestiniens, c'est qu'il faut que les Palestiniens réforment leur système fiscal pour pouvoir réduire leurs dépenses budgétaires et du coup alléger leur dépendance à l'aide internationale, qui est devenue quand même quelque chose qui inquiète beaucoup la communauté des bailleurs de fonds. Donc les Palestiniens sont priés de réduire leur dépendance à cette aide internationale. De même, la Banque essaie de pousser pour une plus grande complémentarité entre les économies palestiniennes et israéliennes, et ce qui passe par un renforcement des relations commerciales, une plus grande mobilité des travailleurs, sous-entendu que les Palestiniens puissent accéder à l'économie israélienne, parce que ce n'est pas l'inverse qui est censé se produire, l'investissement dans des industries jointes et dans des infrastructures communes, palestino-israéliennes, et en ça, la Banque mondiale, elle est en train de promouvoir un modèle de croissance économique qu'elle a elle-même consacré dans les territoires palestiniens, quand elle a commencé à y travailler en 1993, donc au moment des accords d'Oslo. Et ce qui est étonnant, pour ceux qui connaissent un peu la situation sur le terrain, c'est qu'Israël, dans ses rapports de la Banque mondiale, du coup, apparaît à la fois comme un belligérant, c'est-à-dire partie prenante dans le conflit, quelqu'un qui est en train d'imposer des restrictions et des restrictions qui, du coup, empêchent la croissance économique palestinienne. Et c'est en même temps un partenaire économique et un partenaire privilégié du développement économique palestinien. Et donc la Banque mondiale s'adresse aux autorités israéliennes en leur priant de faire en sorte que la croissance économique palestinienne puisse se faire, et du coup en allégeant les restrictions. C'est pas quelque chose qui est unique au cas palestinien. La Banque mondiale, ça a souvent été remarqué, adopte souvent une position une position apolitique par rapport au terrain sur lequel elle intervient. Une position où, du coup, il y a un langage euphémisé, c'est-à-dire que l'on ne parle pas des mots en des termes crus, mais toujours de façon atténuée. Et du coup, la Banque mondiale parle très peu de l'occupation israélienne, parle de restrictions de sécurité, parle pas du tout d'un contexte colonial, mais parle donc de distorsion de l'économie palestinienne qui aurait été entraînée par ces restrictions. Et du coup,
autant la colonisation que la confiscation des terres, que le contrôle des frontières, qui ont entraîné une véritable transformation de l'économie palestinienne. Tout ça, c'est formulé de façon très, très atténuée, en fait, et jamais, sans jamais remettre en cause le système colonial qui a créé cette dépendance. Et du coup, ce qui me semble important, c'est de montrer que l'apolitisme de la Banque mondiale, dans le cas palestinien en tout cas, c'est moins une position de compromis entre Palestiniens et Israéliens qu'un véritable parti pris aussi idéologique ou politique. Et ça se comprend quand on revient un peu sur l'histoire de cette pratique de l'aide au développement sur le territoire palestinien. On est là, on a commémoré il n'y a pas longtemps le centenaire de la déclaration Balfour. Une des particularités de la déclaration Balfour et du mandat britannique qui a été imposé dans les années qui ont suivi, c'est que les Britanniques refusent de reconnaître les Palestiniens en tant que communauté politique, en tant que communauté nationale ayant des droits politiques, et en revanche persistent à vouloir lire le problème qui se déroule sous leurs yeux en Palestine, donc avec les insurrections régulières et les affrontements donc, qui vont se succéder. Les Britanniques persistent à vouloir voir le problème donc, généré par la colonisation sioniste en termes économiques. Et donc, à chaque fois, il y a plusieurs rapports britanniques et les livres blancs qui vont être publiés par les autorités britanniques à chaque nouvelle insurrection. Et c'est des livres blancs qui sont censés réviser un peu les conditions du mandat. On a une vision des Britanniques qui, en fait, essaient de convaincre les Palestiniens que si il y a des conséquences négatives à la colonisation, alors le mieux, c'est des conséquences qui sont négatives uniquement en termes économiques, alors on devra faire un effort dans l'économie pour que tout le monde y trouve son compte. Et donc, à aucun moment, les Britanniques ne prennent en compte le fait que les Palestiniens veulent une indépendance politique. La question est seulement que, du fait de la colonisation, les Palestiniens sont en train d'être expulsés de leurs terres et donc qu'ils payent un prix économique. Et face à ça, les Britanniques développent certaines politiques de développement. À l'époque, elles ne sont pas encore nommées comme ça, c'est plus une idée de mise en valeur de la Palestine, avec cette idée qui est vieille de mise en valeur des colonies, mais donc des politiques d'aménagement du territoire, de relocalisation des paysans palestiniens qui ont été expulsés sur d'autres terres, etc. Et à chaque fois, on essaye d'aider les Palestiniens économiquement avec cette idée qu'il faut diminuer la colère qui est populaire, pour du coup réduire le coût politique et financier de l'état d'insurrection permanent qu'il y a en Palestine. Et la première fois que les revendications palestiniennes politiques sont prises en compte, c'est dans un rapport en 1937 de la commission Peel, donc juste après le début de la révolte de 36-39 en Palestine. Et donc c'est déjà 15 ans après le début du mandat britannique, environ. Et c'est voilà, l'idée qu'il y a un problème politique qui se pose en Palestine est évoquée et ne sera jamais vraiment traitée. Et donc le développement à l'époque du mandat, il sert à la fois à désamorcer cette colère des Palestiniens et aussi à mettre en valeur la colonie, donc je disais, c'est-à-dire en intégrant l'économie palestinienne dans l'économie de l'Empire. Et là, c'est une idée qu'on va retrouver ensuite aussi chez les Israéliens, c'est que ce territoire palestinien sous contrôle doit être rentable pour la puissance dominante. Et donc, rentable, ça veut dire que son économie doit être structurée pour pouvoir intégrer l'économie de l'Empire. Et comment est-ce que ça se déroule concrètement? C'est des réformes foncières pour que les terres soient privatisées, parce qu'à l'époque, en Palestine, on a un système ottoman il y a très peu de terres privées, et donc il faut privatiser les terres pour qu'elles puissent être achetées et vendues, et donc promouvoir une économie marchande. On a une agriculture qui est de plus en plus tournée vers l'exportation, alors qu'auparavant on avait encore une économie qui était avant tout vivrière, c'est-à-dire une économie destinée à l'économie locale, une agriculture destinée à l'économie locale, et c'est la grande période de l'exportation des agrumes. Donc la Palestine qui est, aujourd'hui on parle souvent des oranges de Jaffa comme étant voilà, le produit qui représente. C'est une politique qui est mise en place
à l'époque des Britanniques, et qui est destiné à ce que voilà, la Palestine devienne un exportateur des grumes pour le reste de l'Empire. Donc politique agricole, réforme foncière et construction d'infrastructures. Donc il y a un port qui est construit à Haïfa, avec cette idée que par Haïfa, on va pouvoir acheminer des produits qui viennent de tout le Moyen-Orient, voire d'Orient, pour aller vers le reste de l'Empire. Donc il y a une intégration de l'économie palestinienne dans l'Empire britannique. Et donc c'est pour dire aussi que du coup les Britanniques ne sont pas juste dans une position d'arbitre entre Palestiniens et colons juifs en Palestine, mais aussi dans un propre parti pris de vouloir bénéficier, vouloir profiter de cette situation à leur compte. Et ça va se passer de la même manière après 1948, surtout à partir des années 60 en fait, en Israël même. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a à peu près, après la création de l'État d'Israël en 1948, il y a des Palestiniens qui sont restés dans le territoire qui est devenu Israël et qui forment à peu près en moyenne 20% de la population déjà à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, en moyenne. Et donc l'idée, déjà dans les années 60, c'est-à-dire avant même l'occupation des territoires de Cisjordanie et de Gaza en 67, déjà à partir des années 60, l'État israélien, après qu'il ait réussi un peu à se renforcer, on va dire, en interne, va commencer à mener des politiques de développement dans les zones qui sont encore habitées par les Arabes, avec cette idée qu'il faut réussir à pénétrer ces zones-là, parce que pour l'instant c'était des zones qui étaient encore un peu autonomes à l'intérieur d'Israël, donc il faut pénétrer ces zones-là en allant investir et du coup commencer à déconstruire cette autonomie arabe palestinienne en Israël. Et il faut aussi intégrer du coup ces zones-là dans l'économie israélienne de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais complètement intégrées, et il y aura toujours une discrimination qui se fera entre les politiques qui seront menées dans les agglomérations juives et dans les agglomérations palestiniennes. Mais quand même, il y a des politiques qui leur sont destinées. Il faut interdire une autonomie économique qui pourrait servir de base à un activisme politique hostile aux Israéliens, ou voire même à une volonté d'autonomie politique, d'indépendance politique ou de souveraineté d'un État. Et c'est la même chose, en plus fort, qui va se mettre en place après 67, donc en Cisjordanie et à Gaza, ce qui conduit, après des décennies, à ce que l'économie des territoires occupés donc de 67 ne soit plus qu'un appendice de l'économie israélienne. C'est-à-dire que on arrive dans les années 90 à ce que 80%, je dis des chiffres vraiment à peu près, parce que enfin, il y a des évolutions dans mais on a à peu près 80% des exportations palestiniennes, des importations palestiniennes qui viennent d'Israël et 90% des exportations palestiniennes qui vont vers Israël. C'est-à-dire que, en fait, les Palestiniens produisent pour le marché israélien et inversement dépendent complètement du marché israélien pour leur propre consommation. Et là, en fait, c'est des politiques qui sont orientées. C'est-à-dire que l'administration israélienne dans les territoires occupés oriente, par exemple, l'agriculture palestinienne pour qu'elle serve des niches de produits qui ne sont pas déjà occupés par les agriculteurs israéliens, pour pas que les agriculteurs palestiniens puissent leur faire concurrence. En même temps, il y a des produits qui manquent, et donc c'est les Palestiniens qui sont encouragés à travailler, à produire ces produits-là. Pareil sur le plan industriel, ce qu'on va appeler dans les rapports internationaux l'industrialisation des territoires occupés sur toute la période, en fait, ça se traduit par la création de petites entreprises, petites et micro-entreprises de sous-traitance, dans le textile principalement, qui en fait produisent du textile pour les grosses entreprises israéliennes qui, elles, vont pouvoir exporter ce textile. Et donc on a une industrialisation en termes de chiffres, parce qu'il y a une part de l'industrie dans l'économie palestinienne qui augmente, mais en même temps, cette industrialisation veut dire plus de dépendance envers l'économie israélienne. Et il y a d'autres, quand on lit un peu la littérature israélienne ou les déclarations des dirigeants israéliens de l'époque,
On a d'autres idées aussi qui sont développées, comme l'idée qu'il va falloir petit à petit encourager une élite palestinienne qui soit plus conciliante. On a en face une résistance palestinienne à l'occupation et il faut réussir à trouver des élites qui, étant liées par des intérêts économiques, va être plus conciliante avec l'occupation et va accepter de se contenter de parcelles d'autonomie ou de parcelles de pouvoir. Et donc ça, c'est une politique qui va être mise en place à partir des années 80, parce qu'il y a, au début des années 80, il commence à y avoir une résistance qui se développe de plus en plus dans les territoires occupés, et donc une politique contre-insurrectionnelle israélienne va être d'encourager l'émergence d'une élite palestinienne alternative. Et au même moment, de pouvoir accuser du coup les résistants palestiniens ou tous ceux qui tiennent tête à Israël de nuire au développement, puisque Israël vient pour faire des réseaux, par exemple de réseaux de routes ou d'infrastructures, électricité, eau, etc., met en place des politiques. Et donc, ceux qui s'opposent à ça sont en train juste de saper du coup le développement économique des territoires palestiniens. Et c'est une rhétorique qui, bien sûr, va perdurer après coup, après 93, après les accords d'Oslo. Et donc, on a, si je résume, le passage d'une agriculture vivrière à une agriculture d'exportation, l'industrialisation et la sous-traitance des entreprises palestiniennes envers les entreprises israéliennes. On a une redirection des flux commerciaux aussi, donc, alors qu'on avait donc, soit un commerce qui se faisait principalement avec les voisins arabes, on va avoir une redirection des flux commerciaux vers Israël ou vers l'Europe. L'emploi de travailleurs palestiniens aussi, qui va être massif à un moment, de travailleurs palestiniens soit en Israël, soit plus tard dans les colonies. Toutes ces politiques-là, qui sont mises en place par Israël, ce sont des politiques qui vont coupler l'élévation du niveau de vie des Palestiniens avec un accroissement de leur vulnérabilité politique. Et c'est une vulnérabilité qui pèse d'autant plus que, en définitive, c'est Israël qui contrôle les frontières, qui contrôle donc l'accès au territoire et aussi la circulation en leur sein. Et Israël n'hésite pas, dans les moments de crise, à fermer les points de passage, à restreindre le trafic et les échanges, et ça devient un moyen de pression contre la société palestinienne, un moyen de sanctionner la société palestinienne. Et ce qui entraîne une asphyxie économique très très rapide, d'autant plus rapide que la dépendance va devenir plus importante, voire plus qu'une asphyxie économique, une crise humanitaire durable, comme c'est aujourd'hui le cas dans la bande de Gaza. Et on comprend mieux la situation de la bande de Gaza et toutes les pénuries qu'on rencontre aujourd'hui dans la bande de Gaza si on a en tête que c'est le résultat de décennies de politiques économiques menées par Israël pour faire en sorte que Gaza dépende complètement de l'économie israélienne. C'est-à-dire que c'est même encore plus, ça a l'air encore plus absurde quand on pense à l'économie de Gaza. C'est-à-dire que c'est un petit territoire qui s'est spécialisé dans l'exportation de fraises et de fleurs pendant toutes les années de politique économique israélienne, voire même après quand il y aura l'autorité palestinienne. Et donc, qui d'un coup va être privé de ses canaux d'exportation en 2007, au moment du blocus, et va devoir trouver d'autres solutions. On pourra en parler plus tard. Mais, donc, une des particularités du processus de paix qui commence dans les années 90, ça va être que pour la première fois, on a une direction palestinienne qui va accepter cette logique-là, de dissocier l'économique du politique, et donc d'accepter qu'on fasse du développement économique au moment même où le politique, on n'en parle pas ou recule. Et c'est en fait un des aspects des accords d'Oslo qui est très peu vu. On dit souvent des accords d'Oslo qu'ils ne mettent pas fin à l'occupation, c'est vrai, qu'ils laissent à plus tard tous les points sensibles dans les négociations, donc la question des réfugiés, le statut de Jérusalem, les frontières, l'eau, etc. Mais en fait, l'un des aspects essentiels des accords d'Oslo, c'est qu'au même moment
où se déroulent les négociations politiques, et donc où en fait on fait traîner les choses sur le plan politique, il y a un effort immense qui est mené sur le plan économique, et pas seulement entre Palestiniens et Israéliens, mais en fait sur le plan régional, avec la Jordanie et l'Égypte notamment, surtout, avec des conférences, ce qu'on appelait les conférences MENA, donc de la région Middle East, North Africa, donc, où l'idée c'est vraiment qu'on va réussir à faire autour de... il faut que Israël puisse complètement être intégré à son environnement arabe, et qu'il y ait une normalisation des relations économiques entre Israël et son environnement arabe, donc avec les Palestiniens et au-delà. Et donc il y a le paquet qui est mis sur le plan de la coopération économique, avec cette idée que la coopération économique et la complémentarité entre l'économie palestinienne et israélienne bénéficiera à tous, et y compris aux Palestiniens qui, du fait de la présence d'une économie forte à leur côté, vont pouvoir bénéficier d'un effet d'entraînement et petit à petit avoir leur propre économie, voir leur propre économie se développer. Et c'est ça le plan qui est mis en place par la Banque mondiale, donc, que j'annonçais au début, ce plan, parce que la Banque mondiale, en fait, à ce moment-là, et c'est l'autre volet, on va dire, l'autre volet économique de ces accords. Donc il y a la coopération économique, et puis il y a une communauté internationale qui s'engage à ce moment-là à soutenir financièrement la participation des Palestiniens au processus de paix. Et ça passe par le fait de en fait, soutenir le développement palestinien. Et en fait, c'est la Banque mondiale qui est chargée donc, de mettre en place le cadre dans lequel va être utilisée cette aide internationale qui va être versée par les bailleurs de fonds. Et le cadre que va poser la Banque mondiale, c'est celui que je décrivais un petit peu au début, c'est un cadre dans lequel, à aucun moment, on ne parle des conséquences politiques de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération politique qui est abordée, alors qu'on va être au cœur de questions qui sont très politiques, puisqu'on est en train de parler des rapports entre Palestiniens et Israéliens, et à aucun moment on va parler des revendications d'indépendance palestinienne, on va parler de l'avenir de leur État en termes de souveraineté ou autre, et donc la Banque mondiale fera tout pour évacuer à chaque fois les questions politiques et gérera les problèmes de façon très technique, c'est-à-dire il y a des contraintes, il faut lever ces contraintes, et en levant ces contraintes, tout ira mieux. Et donc, au-delà de cette question contrainte, c'est ce que je vous disais, il y a un parti pris de la Banque mondiale qui est politique, qui est que la meilleure voie pour le développement palestinien, c'est d'assurer cette complémentarité. Et donc, là où l'économie palestinienne aurait besoin de plus d'espace pour pouvoir créer une autonomie, la Banque mondiale va venir remettre une couche en disant maintenant, le meilleur moyen pour vous, Palestiniens, de vous développer, c'est au contraire d'encourager la complémentarité. Et donc, plutôt que d'avoir une intégration encore biaisée par Israël, parce que voilà, il faut avoir une intégration plus complète, plus totale, pour que le développement économique puisse se faire. L'autorité palestinienne va voir son champ de compétences sévèrement limité, de plus en plus, par le contrôle qu'exercent les Israéliens sur le territoire. Et l'autorité palestinienne, en plus, et c'est une chose nouvelle, va devenir de plus en plus dépendante de l'aide internationale pour pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est cette logique-là de pression et de sanctions que je décrivais vis-à-vis d'Israël va aussi fonctionner par rapport à la communauté internationale, puisque la communauté internationale n'hésitera pas à utiliser son aide de façon discrétionnaire, c'est-à-dire en fonction de l'agenda politique du moment. Et le meilleur exemple qui est donné par beaucoup pour montrer ça, c'est la façon dont va procéder la communauté internationale en 2006, c'est-à-dire au moment où il y a les élections législatives et que le Hamas gagne aux élections en Palestine, la communauté internationale décide d'arrêter les fonds, d'arrêter le versement de l'aide, va essayer de trouver d'autres mécanismes pour verser l'aide de façon à contourner l'autorité et le gouvernement du Hamas. Après la division, la séparation entre la Cisjordanie et Gaza et la formation d'un nouveau gouvernement en Cisjordanie, donc sous la direction de Salam Fayyad, l'aide internationale va reprendre. Et donc on voit bien qu'il y a finalement
des conditions politiques qui accompagnent le versement de l'aide, qui sont que les Palestiniens doivent participer au processus de paix. C'est la condition pour que l'aide continue à leur être versée. Et donc ça, c'est la conditionnalité politique. Il y a une autre conditionnalité, moi, que je trouve aussi intéressante, qui est plus économique, c'est que la Banque mondiale va amener en Palestine ce qu'elle a fait ailleurs, c'est-à-dire que les politiques qu'elle suggère sont des politiques d'inspiration néolibérale, ça se ressent dans sa façon d'aborder ne serait-ce que les institutions palestiniennes, c'est-à-dire que dans le discours néolibéral, l'État n'a d'autre vocation que d'assurer un climat favorable au secteur privé. Il n'y a pas de question sociale qui est posée, et du coup, les institutions palestiniennes, quand on parle de l'appareil de sécurité ou bien de l'appareil juridique, etc., son unique fonction, c'est d'assurer un climat favorable à l'activité économique. Et on parle de privatisation de plus en plus poussée en Palestine. On parle de réforme fiscale, donc de restriction des dépenses budgétaires et de financiarisation, c'est-à-dire d'encouragement à ce que les Palestiniens s'endettent pour pouvoir financer leur consommation quotidienne. Et donc on a tout un système qui pousse à une économie néolibérale. Le modèle étant, en Palestine, il faut une économie de marché, et à partir du moment où on a une économie de marché, tout ira bien, on aura une croissance économique et un développement durable. Ça permet, il y a bien sûr une élite palestinienne, et ça c'est un point important, il y a une élite palestinienne qui est depuis 1993, mais ça va aller de plus en plus fort, va intégrer cette logique, va en bénéficier, va en profiter, va la faire sienne. Et ça se ressent particulièrement du coup après 2007 en Cisjordanie, avec les gouvernements Fayyad et ceux qui succéderont, où on a des plans de développement palestinien, c'est-à-dire si on prend les plans de développement qui sont produits à partir de 2007 par l'autorité palestinienne, ils reprennent à peu de choses près le vocabulaire de la Banque mondiale, où l'occupation est quasiment pas évoquée. Par contre, le problème c'est les perturbations politiques dues par exemple à l'intifada ou bien au mouvement, au mouvement insurrectionnel. Et donc il faut à tout prix pacifier le territoire, calmer le territoire, attirer les investisseurs, et donc montrer que la Palestine est business friendly, c'est-à-dire qu'il fait bon investir en Palestine et que ça rapporterait bien. Donc faire tout un effort pour attirer des capitaux. Et donc ça se voit dans ces politiques-là qui sont mises en place par l'autorité palestinienne, ça se voit aussi dans le renforcement d'un appareil de sécurité de plus en plus lourd qui va être là pour justement assurer la stabilité du territoire. Et ça se voit finalement dans le fait qu'on a une autorité palestinienne, peut-être que je m'arrêterai là-dessus, on a une élite palestinienne qui finalement arrive très bien à s'accommoder d'une autorité sans véritable souveraineté, puisque l'important n'est pas tant d'avoir la souveraineté politique du territoire, l'important c'est plutôt que l'économie continue à fonctionner coûte que coûte et qu'on puisse continuer à faire du business. J'ajoute juste du coup un point parce que sinon c'est peut-être pas très compréhensible, mais c'est que cette élite-là, on pourra peut-être revenir sur la structuration de cette élite palestinienne, mais on a une élite économique palestinienne qui en fait s'est formée à l'extérieur de la Palestine avant 1993 et qui après 1993 va petit à petit réintégrer les territoires occupés et en fait dont l'activité économique dépend principalement de son insertion dans l'économie régionale. Et donc dépend très peu, on n'est pas en train de parler là des agriculteurs dont l'économie est directement touchée par la colonisation, on n'est même pas en train de parler des industries textiles dont l'économie dépend directement de la sous-traitance avec Israël, on est en train de parler d'une économie qui est celle de l'importation de produits de consommation. Donc en fait c'est une élite qui se fait le relais des grandes marques internationales, et donc à chaque fois qu'on importe des produits, et toute la consommation dans les territoires occupés passe par eux et leur profite. On parle d'hôtellerie, on parle de télécommunications, etc. C'est-à-dire que c'est des secteurs sur lesquels cette élite palestinienne a la main, avec
élites israéliennes et du coup profitent directement de la consommation palestinienne et a peu de choses à perdre au fait qu'il y ait de moins en moins de terres cultivées ou qu'il y ait une industrie palestinienne qui soit en train de fondre. Et voilà, peut-être que je m'arrête là et du coup, ouais, non, je vais m'arrêter là. Ouais,